Donc, nous revoici à nouveau. Aujourd'hui, on termine la dernière partie de notre série de 6 capsules pour aider les parents, outiller les parents pour la réussite scolaire de leurs enfants. Alors, aujourd'hui, je suis accompagnée de Céline. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui avaient déjà vu la première partie de ma rencontre avec Céline. Le sujet était les stratégies de lecture. Je vous avais dit à ce moment-là que j'allais l'interpeller à nouveau pour vous partager les stratégies d'écriture. Donc, pour lui demander de nous outiller à cet effet. Puis, effectivement, Céline a répondu à l'appel pour nous partager ses précieux conseils. Alors, Céline, est-ce que tu pourrais te présenter? Bien, Marie vous l'a dit, je m'appelle Céline, je suis enseignante de français depuis de nombreuses années. J'ai touché à tous les niveaux d'enseignement, c'est-à-dire en milieu scolaire, donc primaire, secondaire, et aux adultes également, de niveau alphabétisation jusqu'au niveau secondaire, en passant par la francisation. Donc, j'ai développé au fil des années une approche pédagogique qui est vraiment orientée sur le développement, l'acquisition de stratégies. Alors, on peut bien enseigner certaines règles parfois, mais les stratégies sont fondamentales. On enseigne plus de stratégies que de règles, à mon avis. Oui. Puis, donc, avant de rentrer dans les bases de la stratégie, est-ce que tu pourrais peut-être nous énumérer les étapes essentielles d'une démarche d'écriture structurée? Bien, la première chose à faire quand on veut amorcer une tâche d'écriture, il faut avoir une idée de notre sujet. Et pour avoir une idée du sujet, bien, on va faire une tempête d'idées. Donc, les idées peuvent sembler complètement désorganisées ou pêle-mêle, mais ensuite, on va les organiser dans un plan. Et là, ce qui est intéressant avec le plan, c'est que c'est une étape sur laquelle on passe souvent bien vite parce que c'est une tâche assez rébarbative pour plusieurs, faute de l'avoir bien apprivoisée, cette tâche-là. Alors, on va regarder un peu comment faire pour rendre l'étape du plan un peu plus attrayante. Ensuite, après ça, ben là, on amorce le brouillon. Puis ensuite, on va faire de l'autocorrection. Et moi, mon protocole d'autocorrection, j'ai pas 8 étapes à suivre et à répéter là pour. Je trouve que c'est fastidieux pour un élève de se dire ou de penser qu'il y a 8 étapes d'autocorrection à faire. Oui, ça fait peur. Alors, on peut regrouper ces étapes-là ou les synthétiser à tout le moins en 3 étapes principales. Puis une quatrième s'il reste du temps à la fin d'un examen, par exemple. Là, on se place dans un contexte d'examen ou d'évaluation. Et à la fin, la majorité des enseignants vont demander une mise au propre. Voilà. C'est bon. Donc là, tantôt, tu parlais de tempête d'idées. Est-ce que tu pourrais m'en dire plus? Bon, une tempête d'idées, c'est de mettre sur papier, donc d'essayer d'extraire de la tête tout ce qui nous passe par la tête, justement, quand on est face à un sujet. Alors, et puis, il faut mettre les idées comme elles viennent. Des mots, toutes sortes d'idées. Ça peut même être des dessins, si l'enfant ne sait pas nécessairement comment exprimer exactement. Donc, on peut varier aussi les modes d'expression. On le met sur papier pour justement avoir un aperçu un peu global de tout ce... puis aussi amorcer un champ lexical. Exact. Donc, quand on fait une tempête d'idées, c'est à quoi ça nous fait penser ce sujet-là. Alors là, on va mettre tout ça sur papier. Même si ça semble avoir aucune cohérence. Puis c'est drôle qu'est-ce que tu dis parce que parfois, moi, je dois aussi me discipliner. On va demander à l'élève de faire une tempête d'idées puis on va avoir tendance à vouloir lui dire que ça, pourquoi, ça fait pas de sens. Mais non, on le laisse aller, on le laisse là, puis après on fait un tri, on fait un choix. Exactement. Donc ça, c'est dans l'élaboration du plan. Donc la tempête d'idées permet justement de sortir de notre tête tout ce que le sujet évoque et dans un deuxième temps, là, quand on va faire le plan, on va sélectionner les idées. On va les regarder dans leur ensemble, on va essayer de les regrouper par thématique ou par idée principale ou bon, qu'est-ce qui peut relier telle idée avec une autre.
J'utilise parfois un système de couleurs pour faire ça, parce que quand les mots sont tout pêle-mêle, je vais pas demander à l'élève de prendre ça puis de se réécrire une deuxième feuille avec ses idées. Donc, des fois, je dis, ben, utilise des surligneurs et les idées que tu trouves qui vont bien ensemble, mets-les toutes en rose. Puis ces idées-là, tu trouves qu'elles sont apparentées, mets-les en jaune. Donc, déjà, ça fait ressortir des regroupements qui, après, on peut, en les mettant dans un plan, là, vont commencer à prendre forme de façon plus structurée. Mais la tempête d'idées, c'est normal que ça soit pas organisé. Donc, quand on veut passer de la tempête au plan, ben, on fait un premier regroupement. Après ça, on se choisit aussi un modèle de plan. Parce qu'il y a différents modèles de plan. Alors, parfois, je demande à des élèves, là, j'ai en tête des élèves de niveau secondaire qui doivent préparer, par exemple, l'examen du ministère de secondaire 5. Qu'est-ce qu'il y a comme plan? Et même, des fois, les documents imposent un plan, souvent linéaire, avec des lignes et tout ça. Mais pour certains élèves, ce modèle-là ne convient pas. Alors, il faut que préalablement, il ait déjà appris quel est le type de plan qui convient le mieux à son fonctionnement dans son cerveau à lui pour être capable de mettre ses idées de façon organisée, donc soit dans un graphique, ou dans un tableau, ou dans un plan linéaire, parce que c'est toujours valable aussi ce plan-là. Mais ça, c'est des choses qu'on doit faire en amont. Donc, un parent qui voudrait accompagner son enfant dans une tâche d'écriture doit l'encourager à consacrer du temps à ces étapes-là. Parce que quand on n'a pas de plan, qu'est-ce qui arrive après dans la rédaction du brouillon si on n'a pas de plan? On va avoir des nouvelles idées qui vont arriver. C'est ça. Et là, il y a un risque d'éparpillement. Il y a un risque d'écrire trop de mots dans le texte, puis de déborder du sujet ou de sortir du sujet. Donc, le plan permet d'éviter justement l'éparpillement, puis d'avoir un fil conducteur, d'avoir une marche à suivre, un peu comme quand on fait une recette. Donc, il y a des étapes. C'est ça. Puis, juste une petite question qui me vient en tête. Tantôt, je vais revenir sur la tempête d'idées. Pour quel type de texte est-ce qu'on va avoir besoin de cette tempête d'idées-là? Parce que là, j'ai les types. Les types de, OK. Tous les types. Puis, est-ce que cette tempête d'idées-là, lorsque l'élève a un texte à lire, est-ce que c'est nécessaire qu'il ait une tempête d'idées, à faire une tempête d'idées? Le texte est déjà là, il y a juste à noter, il y a juste à faire ressortir ce qui était dans le texte. Quand est-ce qu'on utilise la tempête d'idées? Quand est-ce qu'on l'utilise pas? OK, bon, ça c'est intéressant comme question. C'est sûr que la démarche va être un peu différente si on part d'un dossier documentaire. Sauf que là, l'élève c'est que dans le cas d'une tâche d'écriture où l'élève doit faire de la lecture avant, comme justement pour la préparation à l'examen de 5e secondaire, donc il y a plusieurs pages de texte à lire à peu près, au minimum 20 pages de texte à lire. C'est important qu'à ce moment-là, l'élève combine toutes les stratégies qu'il possède, donc en lecture et en écriture. Alors, il va devoir utiliser ses stratégies de lecture, surligner, annoter, et après choisir parmi ces annotations, choisir parmi tout ce qui aura été surligné, les idées qui vont ressortir puis aller qui est pertinent dans le plan. pour lui. Donc, c'est sûr que des annotations sur 20 pages de texte, je trouve que c'est pertinent dans ce temps-là. Moi, je l'encourage. En tout cas, c'est ce que j'enseigne à mes élèves, c'est d'aller chercher toutes les idées, de les inscrire sur une feuille, lesquelles tu trouves les plus intéressantes, lesquelles sont les plus pertinentes pour répondre à la question qui est posée lors de l'examen. Et ensuite de ça, là, il y a des regroupements qui peuvent être faits de la même façon quand on veut organiser ces idées-là dans un plan. Donc, c'est sûr que mais la tempête d'idées, elle se fait le jour de l'examen. Parce que l'élève n'a pas la question avant. Ça. Alors, il va lire tous les textes, recueillir les informations, il va se faire une feuille de notes. Sa feuille de notes peut constituer une première tempête d'idées, mais en même temps, c'est ça, les idées sont pêle-mêle. Peut-être que la feuille de notes peut servir de tempête d'idées. Il pourra à ce moment-là utiliser justement la technique du surligneur de couleurs pour aller retrouver les idées pertinentes en lien avec la question posée, éliminer celles qui sont moins pertinentes et faire un premier regroupement à l'aide de surligneurs de couleurs différentes. Ça peut être ça.
Donc, sinon, aussi, ça mettons, on va faire un texte narratif, justificatif et descriptif. Là aussi, la tempête dit, ça vient de toi, de tes connaissances, de tes recherches personnelles. Exactement. Là, c'est approprié aussi. Oui, exactement. Donc, la tempête d'idées peut provenir d'un dossier documentaire ou effectivement des connaissances personnelles, tout dépendant de ce qui est demandé dans la tâche. Mais donc, c'est d'avoir un premier jet, si on veut, là, des idées qu'on voudrait utiliser ou de ce qu'on trouve pertinent puis qu'on voudrait développer dans le texte. Puis là, on avait parlé un peu du plan, des types de plans. Puis, oui, une chose importante que je voulais mentionner par rapport au plan, c'est que cette tâche-là, comme je disais, c'est souvent rébarbatif. Parce que on l'a pas apprivoisé, puis les gens disent non, je vais écrire comme ça spontanément. Mais c'est quand on se lance justement dans une écriture spontanée, alors que souvent la tâche requiert que ce soit structuré, c'est là qu'il y a des risques de dérapage vers des sujets qui sont pas nécessairement en lien avec la tâche demandée. Donc, de consacrer un peu plus de temps au plan, donc la tempête d'idées, le plan, l'organisation des idées, permet de gagner du temps en écriture. Et ça, on n'en parle pas souvent de cette étape-là. On gagne beaucoup de temps, ça rend vraiment l'écriture plus efficace parce qu'on sait où on s'en va. Donc, c'est un gain de temps, un peu plus de temps. En fait, le petit surplus de temps qu'on va consacrer à la planification de la tâche va permettre de gagner plus de temps en bout de ligne dans l'écriture même et laisser plus de temps à la fin aussi pour la révision puis l'autocorrection. Donc, moi, je préfère que mes élèves consacrent un petit peu plus de temps à l'autocorrection, mais que quand ils écrivent leur brouillon, ils savent où ils s'en vont. Voilà. Parce qu'ils ont déjà planifié puis organisé les idées, donc il reste juste à les mettre en France. C'est ça. Puis c'est vrai qu'est-ce que tu dis, parce que je l'ai expérimenté dans mes dernières années d'enseignement. Quand je mettais plus d'accent sur le plan, je voyais que pour l'élève par la suite, pour commencer son histoire, pour commencer à écrire, c'était beaucoup plus rapide. Oui. Puis, il perdait moins de temps aussi. T'sais, parce que le plan était là, ils avaient juste à suivre le plan, puis ça allait de soi. Voilà. Tandis que quand il n'y avait pas de plan, là, il commençait le brouillon, puis oh non, ce passage recommence, puis là, il refait un autre brouillon, puis oh non, il se perd un peu dans ses idées. Exactement. Et ça nous amène justement à l'étape du brouillon. Quand on écrit un brouillon, c'est pas j'ai fait mon plan, puis après ça, je le mets de côté, puis j'écris mon texte. C'est vrai, je consulte mon plan. Donc, mon plan est à côté, ma feuille de rédaction, donc les deux sont une à côté de l'autre, et je consulte mon plan à chaque fois pour savoir si ce que je suis en train d'écrire respecte les idées que j'ai mis dans le plan. Parce que sinon, voilà, on en revient encore à la même chose qu'on disait tantôt. On dévie du sujet. C'est ça. On perd du temps. Et on se retrouve avec des fois trop de textes et ça prend plus de temps à corriger. Et je dis souvent à mes élèves, respectez le nombre de mots. Oui. Et pour ça, il faut avoir planifié la tâche. Et une chose que je fais aussi, c'est qui aide beaucoup les élèves, c'est de leur faire une sorte de canevas, un modèle qui leur donne un aperçu visuel de la longueur que peut avoir l'introduction d'un texte de 200 mots, par exemple. Donc, s'ils le savent visuellement que l'introduction d'un texte de 200 mots va être peut-être de 5 lignes, on sait après ça que la conclusion va être à peu près ça aussi, 4 lignes. Souvent, la conclusion est un peu plus courte. Puis, ce qu'il y a entre les deux, c'est ce qui reste de disponible pour développer le sujet. Il faut que ça rentre dans ce bloc-là. C'est ça. Un nombre de lignes, un nombre de mots bien précis. Et je me base souvent, le parent peut aider l'enfant à faire ça aussi, mais je me base souvent sur la calligraphie de l'enfant. Toi, t'écris gros, mais ça va te prendre plus de lignes. Toi, tu as des pattes de mouche en écriture, donc on calcule à peu près qu'est-ce que ça va donner comme visuel final. Puis parfois aussi au secondaire, on va dire à peu près 50 mots, ça tourne autour de 50 mots. Certains vont dire c'est le nombre de lignes, donc. Ça dépend, c'est ça, qu'est-ce qui est plus facile pour l'élève, mais moi j'aime bien le personnaliser. C'est un travail que chaque élève pourrait faire, ça, de dire bon, ok, je vais par nombre de mots,
mais ça peut être par nombre de phrases aussi, approximativement, dans la mesure où les phrases font pas 8 km de long, comme je dis toujours, donc des phrases simples. Ça, on va y venir quand on parle d'autocorrection. Mais pour le brouillon, donc ce qui est important de savoir, c'est que de retenir, puis on peut guider son enfant là-dedans, c'est tu suis ton plan. Oui, mais j'ai une nouvelle idée. Bon, peut-être que tu peux ajouter une idée ou faire une modification. C'est permis, on a le droit, en rédaction du brouillon, de faire des modifications. Mais pas des dizaines de modifications, parce que sinon on peut dévier du sujet, puis on va s'éparpiller, puis on va perdre du temps. Mais c'est correct, le brouillon, ça sert à ça aussi. Ça se peut qu'il y ait une idée en cours de route qu'on considère tout à coup moins intéressante. On décide de la remplacer par une autre idée ou de la modifier légèrement. Dans le brouillon, ça, on peut le faire. Mais on suit quand même les étapes, comme quand on fait une recette. Puis là, je parle pas d'improvisation de recette là avec ce qui reste dans le frigo. On fait pas le fameux tout ski là qu'on fait quand on fait à manger. Donc en écriture, c'est pas ça. On suit le plan, puis on garde nos ingrédients, puis on les remet dans le texte. Puis juste aussi, j'aime bien la partie du plan, là, c'est pour ça que je reviens. Oui, mais parfois des fois on a un élève qui est devant nous, il va faire son plan. Mais on a l'impression que pendant qu'il fait son plan, sa tempête d'idées, qu'il est en train de faire le brouillon. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais peut-être conseiller? Est-ce que la tempête d'idées, c'est d'écrire des mots ou on peut écrire des phrases? Pas trop de phrases. Pas trop. Des mots, des petits groupes de mots parfois, mais pas des phrases. Donc, moi, je les autorise pas, les phrases complètes. Il peut en avoir une, parce que ça arrive parfois que quand on a une idée, qu'on se dit, ça serait beau si je le disais comme ça. OK, bon, tu peux te permettre peut-être, mais avec parcimonie. Donc, pas trop, parce que sinon, justement, c'est encore là, ça revient à de la perte de temps. Puis quand va venir le temps de faire la rédaction du brouillon, ben, je veux dire, on fait pas du copier-coller non plus. On met des idées là dans le plan et on rédige quand c'est le temps de faire le brouillon. Mais ça s'apprend. Ça s'inculque. Fait que, on peut dire, non, attends là. On peut lui dire à l'élève, c'est quoi l'idée? Ah, ben, je veux dire ça. Parfait. Quel mot tu peux utiliser qui illustre cette pensée-là? Tu mets les mots. Puis fais-toi confiance. Fais-toi confiance. Aie confiance que quand va venir le temps d'écrire le texte, tu vas savoir formuler. Tu vas être capable de la former, ta phrase. Donc, la confiance se développe aussi, elle se gagne avec la pratique, parce qu'il faut se rappeler que c'est quand même quelque chose qui nécessite de la pratique. C'est pas quelque chose qu'on enseigne une fois au début de l'année puis qui va être intégré. C'est ça, oui. Alors, c'est de répéter. Donc, les enseignants le savent. Ils vont répéter. Et plus on fait d'exercices où on répète les stratégies, la démarche, plus l'élève va intégrer la démarche et plus ça va devenir facile. Mais le parent peut l'accompagner là-dedans aussi, l'encourager à être patient quand il y a une difficulté, surtout au niveau du plan. Parce que qu'est-ce qui fait que l'élève va vouloir écrire des phrases tout de suite? C'est souvent une insécurité. C'est ça. Parce que justement, il veut tout de suite mettre quelque chose en place. Parce que oui, la phase de la tempête d'idées et du plan, étant donné que c'est pas quelque chose qui a encore pris forme, ça peut générer une certaine insécurité. Mais il faut apprendre à apprivoiser ça, à le tolérer momentanément pour après ça le dépasser puis être plus efficace dans le reste. Et c'est ça qui donne confiance. Combien d'élèves m'ont dit justement que une fois, après avoir fait toute la démarche de plan, avoir rédigé le brouillon, puis je vois dans leurs yeux quelque chose qui s'illumine, puis ils me disent « Hey, c'est vrai, ça m'a pris moins de temps à faire. » Mais oui, voilà, parce que tu es organisé. C'est ça. Donc, mais il faut qu'ils l'expérimentent. Et si on leur permet pas d'expérimenter ça, puis qu'on leur donne pas, qu'on les rassure pas par rapport au fait que ça peut peut-être être un petit peu inquiétant au début. C'est ça. Puis, lorsqu'on fait le brouillon, est-ce que c'est le moment maintenant de commencer à chercher dans le dictionnaire? Non, on cherche pas tout de suite dans le dictionnaire. Ça, c'est une étape qui est réservée à la correction. Donc, l'étape suivante, l'étape qui vient après le brouillon. Par contre, l'élève, c'est parce que c'est bon de cultiver un certain doute orthographique aussi. Donc, si l'élève a un doute sur un mot, ce que j'encourage à faire à ce moment-là, c'est de mettre une étoile. Donc, de dessiner une petite étoile au-dessus du mot.
comme ça. Donc, c'est un point de repère et l'élève sait que ce mot-là, il devra y revenir. Mais pour l'instant, on perd pas de temps tout de suite avec ça. Il y en a des enseignants, des fois, qui vont encourager à chercher tout de suite le mot pour que l'élève ait plus ce doute-là. Mais en même temps, qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là, c'est que bon, on se disperse puis on sort de la tâche. Donc, moi, je préfère que mes élèves restent concentrés sur la démarche. Et puis que quand ce sera le temps de faire la recherche dans le dictionnaire, ben ils auront pas à se poser la question sur les mots sur lesquels ils doutaient parce qu'ils vont s'être mis des points de repère. Moi, je préconise cette approche-là. Mais bon, il peut y avoir d'autres façons de fonctionner, mais je trouve que c'est plus efficace comme ça. Et le mot sera pas oublié. Parce que rendu à la dernière, parce que le dictionnaire, c'est la dernière étape de l'autocorrection. Donc, quand on fait le brouillon, on fait le brouillon. On suit, puis on écrit. J'aime bien les points que tu as apportés parce que c'est vrai, juste d'avoir parlé du plan, juste d'avoir parlé du brouillon, c'est l'idée d'une capsule. Parce qu'on a tendance à stratégie d'écriture, on va tout de suite autocorrection et tout. Mais on vient d'apprendre beaucoup de choses, là, juste pour le plan et le brouillon. Exactement. Donc, la démarche d'écriture, c'est une tâche complexe. C'est pas exclusivement l'autocorrection. L'autocorrection, je recommence ça. L'autocorrection, c'est une étape de toute la démarche d'écriture. Puis c'est pas la première, surtout pas. C'est ça. Et c'est pas la plus importante non plus. Elles sont toutes importantes. Elles sont vraiment toutes importantes. Mais bon, la tempête d'idées a son rôle à jouer. Le plan a un rôle vraiment important parce qu'il facilite tout le reste. Le brouillon, ben, c'est ce qui donne forme à tout ce qui précède, aux idées puis au plan. Puis ensuite, ben là, quand vient l'autocorrection, ben, on s'assure que ce qu'on a écrit dans notre brouillon est structuré puis nous convient aussi. Donc, on est encore... Quand on fait le brouillon et qu'on fait l'autocorrection, ce sont les étapes où on a encore le droit de faire des changements dans notre texte. OK? Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais qu'on discute à propos du brouillon? Mais on a fait le tour quand même. On pourrait voir l'autocorrection. Oui, ben en fait, il y a peut-être une chose que je pourrais ajouter par rapport au brouillon, c'est j'encourage beaucoup la rédaction du brouillon avec des phrases simples. OK. Le plus possible. Bon, je dis pas que on peut pas faire de phrases complexes, mais les phrases complexes vont complexifier la correction. OK? Parce qu'une phrase complexe, on le sait, c'est la conjonction ou la coordination, plutôt la juxtaposition ou la subordination de phrases. OK? Simples. Donc, une phrase complexe fait en sorte qu'on a plus d'analyse à faire parce qu'on doit analyser dans la phrase complexe chacune des phrases syntaxiques qu'elle contient. Donc, ça, c'est un langage un petit peu plus prof, là, mais pour les parents, ce que je dirais, c'est encourager votre enfant à faire des phrases qui contiennent un verbe conjugué. 2 maximum. Maximum, c'est ça. 2 maximum. Mais quand il y en a un, et ce que je dis toujours à mes élèves, même mes adultes, même ceux à qui j'enseigne la rédaction plus professionnelle ou universitaire ou collégiale, parce que ça arrive parfois. Donc, peu importe le niveau, qu'on soit au primaire, secondaire ou même à l'université, on peut écrire un texte très riche, même avec des phrases simples. Okay? Donc, c'est un mythe de penser que la phrase simple est simpliste. C'est pas vrai du tout. Okay? Donc, il y a moyen d'enrichir un texte en ayant des phrases qui sont simples. Et quand on a des phrases simples, qu'est-ce qui se passe quand on fait l'autocorrection? Mais ça facilite non seulement la rédaction, mais ça facilite la révision aussi après. Donc là, j'entends certains parents qui se posent la question, alors comment on enrichit un texte avec des phrases simples? Est-ce que c'est pour mettre plus de marqueurs de marqueurs de relation? C'est quoi le truc? Ben, on va y aller beaucoup avec l'ajout de compléments du nom, comme des adjectifs, des groupes prépositionnels, ou sinon des compléments de phrase. Et ce qui est le fun avec le complément de phrase, c'est qu'on peut le mettre en début de phrase ou en fin de phrase, donc ça permet de varier un peu les styles des phrases. Et oui, l'ajout de marqueurs de relation, mais pas systématiquement à toutes les phrases. Donc, à des endroits stratégiques dans le texte, à quelques endroits, au début des paragraphes, évidemment, mais on peut en avoir à d'autres endroits dans un paragraphe de développement, mais on n'en met pas à toutes les phrases.
Donc, oui, il y a moyen Ajout d'enrichir d'adverbes. des adverbes modificateurs, Mhm. effectivement, puis il y a plusieurs. Des fois aussi, ça peut être d'ajouter, de varier le vocabulaire. Donc, quand je parlais de champ lexical au début, lors de la tempête d'idées, c'est quelque chose qui peut être fait à ce moment-là aussi. Mhm. Ce mot-là que je viens d'écrire, mais est-ce que je connais des synonymes? Parce que quand C'est il y a ça. des adjectifs qui s'y rattachent, à quoi ça me fait penser? Donc, quand j'ai un champ lexical déjà préparé, quand je fais la rédaction de mon brouillon, je peux déjà, avec ça aussi, enrichir mes phrases. Justement, en utilisant des synonymes pour éviter de répéter. C'est ça. C'est exactement ça, parce que quand je prépare mes élèves aussi à leur production écrite, on fait le plan et tout. Puis là, ton personnage, comment il se sentait après cette action-là? Ah, il était content. Ah, OK. Puis là, après ça, on regarde. Voilà. OK, est-ce que tu connais un synonyme de content pour enrichir ton... Puis là, on va chercher dans le dictionnaire. Ah, je préfère ce mot-là. Ah, OK, on va l'utiliser. Exactement. Donc, oui, ça, cette étape-là, elle est intéressante. L'étape du dictionnaire de synonymes peut être intégrée lors de la tempête d'idées. Ça pourrait aller aussi lors de la vérification du texte, mais en même temps, je trouve intéressant d'avoir déjà une banque de mots au départ pour alléger l'autocorrection. Ouais. Donc, si justement on est rendu à l'autocorrection. Oui, les étapes.